Les nuits de France Culture, nuit spéciale, nuit blanche. Une nuit blanche que nous célébrons ou accompagnons à notre façon. En début de nuit, Jean Deloisy, directeur du Palais de Tokyo à Paris et directeur artistique de la Nuit Blanche 2016, était notre invité. Entretien suivi par des archives. Les Quais des Brumes, du port de Paris à Rotterdam et Londres, une émission de Maurice Sévenot, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 novembre 1948. Les Îles-de-France, Paris est un roman par Sylvie Andreu avec Alain Pocard, Jean-Marie Thomas et Robert Bobert, première diffusion mars 1994, puis à l'instant le croquant indiscret de Henri Calais. Bonsoir François Livonnet. Bonsoir. Alors avec vous, la Nuit Blanche va rester à Paris l'espace d'une nuit, puis s'en éloigner de peu en fait, le temps de gagner Meaux, c'est en Seine-et-Marne, et Crépy ou Crespy en Valois, bon, vous allez nous dire la différence, il n'y en a pas, département de l'Oise. Alors c'est deux départements associés à la Nuit Blanche 2016, mais seulement en votre compagnie, ce n'est pas le Paris, le Meaux et le Crépy en Valois d'aujourd'hui où nous allons rôder, mais bien dans les villes au milieu du 19e siècle, puisque c'est, je dis en votre compagnie, François Livonnet, mais c'est surtout, et ce n'est pas accessoire, hein, en compagnie de Gérard de Nerval. Oui, en effet. Alors c'est un court texte qui s'appelle, alors ça tombe très très bien, Nuit d'octobre, dans les collections que vous co-dirigez à Lerne, c'est les carnets de Lerne, c'est des petits ouvrages très agréables parce que qui ressortent des textes comme ça qu'on avait un peu oubliés ou qui sont perdus au milieu d'une édition intégrale, mais que les éditions intégrales, par définition, on lit que 3 titres et puis on laisse passer, hélas, des petits bijoux. Donc là, les Nuits d'octobre, vous avez décidé de nous les offrir, voilà, comme ça, en octobre, et la nuit, pour nous, c'est très bien. Vous avez décidé pour quelle raison? Parce que vous aviez envie d'être invité un jour dans les Nuits de France Culture et en octobre pour parler de Gérard de Nerval, François Livonnet? C'est une idée qui me poursuit depuis l'enfance, hein, peut-être même dans les générations antérieures. Sans doute. Non, mais ça tombe très bien. Non, c'est un choix parce que ça entre vraiment idéalement dans le cadre de cette collection, c'est-à-dire des textes courts, à la fois peu connus, et qui sont aussi inclassables. C'est un peu l'objet de la collection Carnet, c'est des textes au fond assez inclassables, assez atypiques, d'auteurs eux-mêmes d'ailleurs souvent inclassables et atypiques. Alors Nerval, lui, il avait, on ne sait pas trop finalement si c'était une commande pour un journal, mais en tout cas ça a été publié dans l'illustration au tout début des années 1852. En 1852. Au milieu du siècle. Voilà, au milieu du siècle. C'est un court texte, on l'a compris, il y a une centaine de pages, petit format, et c'est un texte extraordinaire parce que commence par nous dire qu'il avait finalement formé le projet d'un simple voyage à Meaux, et il va à la ligne, il dit, il faut dire que j'ai déjà vu Pontoise. Ça m'a fait penser à Vesoul, enfin, t'as voulu voir Hambourg, on a vu Anvers ou l'inverse, ou je ne sais pas. Donc il avait lui-même le projet, où il faisait ça peut-être pour le journal, où il avait l'habitude de se promener dans Paris la nuit et de prendre le train, non pas à la gare de l'Est, mais à l'embarcadère de Strasbourg, le premier train du jour. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Là, il y a la première, c'est à l'évidence de l'humour, ou peut-être de l'ironie, entre Pontoise et Meaux. D'autre part, ces villes, Pontoise ou Crépy en Valois, on dirait aujourd'hui, et non pas Crespy, ce sont, comme il le dit, des satellites de Paris. En fait, le projet d'aller à Meaux, c'est le projet d'aller au-delà de Paris, sans assignation particulière. C'est déjà, d'emblée, une certaine façon d'agacer les lieux. Bon, je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. On n'est pas dans une promenade, hein, au sens classique du terme, on est dans une errance ou dans une dérive, on pourra en parler. Hein. Je ne sais pas quelle est la catégorie, ou une flânerie. Enfin, on pourrait s'arrêter sur les concepts qui conviennent. Donc, je crois que d'emblée, c'est un texte qui se veut à la fois distancié et en même temps éminemment poétique. Et c'est quand même né de la lecture, enfin dit-il, de la lecture de Dickens. Oui, alors ça c'est autre chose, c'est que il s'étonne, c'est une ironie là aussi assez amusante, mais là il se moque un peu des romanciers ou de la fiction en disant mais à quoi bon inventer lorsqu'il suffit d'observer. Il suffit de lire la presse anglaise et de lire Dickens dans la presse anglaise pour avoir une sorte de magie ou de fantaisie naissant du réalisme, le réalisme au plus près du réel, pas un réalisme, je dirais, de système, un réalisme d'observation. Donc il y a ce qui est aussi un parti pris paradoxal parce que à la fin du récit, il se
il s'interroge sur ce réalisme. Qu'en est-il de ce réalisme? Et il dit que dans l'art, ce qui est le vrai, c'est le faux, le réel, d'une certaine manière, doit être travaillé de l'intérieur pour donner sa vérité, c'est-à-dire sa fausseté, sa facticité. Il faut combattre le réalisme trop absolu. Alors lui, voilà. il le combat en se promenant tout simplement dans les rues de Paris. Alors il n'est pas le premier écrivain français, en tout cas, à avoir... Alors Dickens, on n'a pas cité, c'était la clé de la rue, c'était dans la revue britannique. Ça veut dire que ça a été traduit en France et que Nerval l'a lu sans doute dans une traduction, et qu'il va lui-même partir en promenade dans des nuits blanches successives au XIXe siècle dans Paris. Mais il a des antécédents, des ancêtres littéraires. Déjà sur Dickens, simplement, il y a un côté le chic anglais qu'on cultive à l'époque. Hein. Oui, il y a des nuits antérieures. Il y a les célèbres nuits de Restif de la Bretonne. Mais à la fois, c'est un thème romantique hein, que l'on va retrouver tout au long de la littérature romantique, le thème de la nuit, ou plutôt des nuits d'ailleurs, on pourrait peut-être parler du pluriel après. Oui, chez Restif, là aussi se mêlent à la fois toutes sortes de récits, à la fois le réalisme, mais soudain la fiction. Il faut relire ce texte. Restif dit lui-même qu'il est un hibou spectateur. Et il utilise un très beau verbe d'ailleurs, il dit « aller dans Paris pour chimérer ». Et ce verbe a disparu. Donc ça montre bien qu'il y a une promenade, il y a un parcours parisien et que c'est l'objet aussi et l'occasion de rêverie. Nerval, lui, va parler de daguerréotypé. Voilà. Ce qui est d'abord une différence d'époque. Hein. On peut difficilement prêter des daguerréotypes à Restif. Ça, on pourrait, si vous voulez, revenir sur ce point parce que ça me semble très intéressant de se placer du point de vue de la photographie et peut-être d'anticiper ce qui sera une certaine conception plus tard du cinéma tel que les situationnistes concevront le cinéma et la ville. Je crois que la grande différence entre Nerval et Restif, c'est que chez Nerval, le parti pris réaliste, c'est un parti pris de non-fiction en tout cas explicite. Il ne s'agit ni de décrire les mœurs au sens, je dirais presque anthropologique du terme, ce que fait Restif. Hein. Le projet de Restif, c'est tout de même de dresser un tableau des mœurs de la nation, hein, c'est ce qu'il dit. Ni donc une ambition anthropologique, entre guillemets, qui appauvrirait le texte, ni un projet romanesque à la manière des Mille et une nuits. C'est autre chose ici. C'est une certaine façon d'habiter la nuit dans sa diversité. C'est-à-dire, la nuit, c'est pas simplement le contraire du jour. La nuit, c'est un autre monde, c'est le revers ou l'avers comme on veut. Et sur ce point précis, ces nuits sont très originales. Elles sont à la fois classiques, elles s'inscrivent dans une tradition, et en même temps très originales. On peut penser à d'autres nuits au pluriel. Il y a les nuits blanches de Dostoïevski, il y aura les fameuses nuits de Musset. Mais ces nuits de Nerval, elles sont véritablement inscrite dans le phénomène urbain, dans la ville. C'est une nuit de la ville. C'est une nuit qui est délibérément inscrite dans les bas-fonds de la ville. Mais alors, il parle de la ville, mais évidemment, puisqu'il vient de lire Dickens et qu'il nous en parle, c'est dans son projet littéraire ou journalistique, il compare avec Londres, Londres ne dort jamais, et cette réflexion amusante, il dit, à Paris, on dort parce qu'il y a les portiers. C'est quoi les portiers? C'est les concierges, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que vous faites. Il ne faut pas rentrer trop tard parce qu'on est obligé de passer par... Le camp dira-t-on, ce sont les travers de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie parisienne. Et puis les portiers, c'est pas simplement les beaux quartiers. La petite bourgeoisie montante veut avoir aussi son concierge, qui est un signe de regard. Oui, et il ajoute d'ailleurs que la nuit, tout doit rester ouvert, d'abord parce que ça fait vivre la ville, et d'autre part parce que c'est un excellent moyen d'éviter les tire-laines et autres cambrioleurs et autres bandits apaches, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que il retourne l'argument. Un peu tôt pour les apaches quand même, là. Les apaches, ils un peu tôt, oui, un peu tôt, mais près, quoi. Un peu tôt, mais ce qu'on appellera les apaches, mais simplement ça pour dire que
on ferme la nuit les édifices, on ferme les restaurants, etc., pour essayer de contrôler la ville. Et en fait, il dit, c'est l'inverse. Il faudrait laisser la ville vivante. C'est la seule manière, au fond, pour que la ville elle-même se maîtrise, que la ville se donne à elle-même son propre rythme. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, c'est-à-dire que la nuit pour Gérard de Nerval, en fait, c'est avant minuit, contrairement aux nuits de France Culture, qui sont la vraie nuit, et les nuits blanches, cette nuit actuelle qui se vit à Paris, puis qui se vit dans d'autres villes, dont les villes de Seine-et-Marne, de l'Oise, enfin autour de Paris. Mais simplement, tout ferme à minuit, les restaurants, vous le dites François Livenet, parce que comme ça on contrôle tout, sauf que Gérard de Nerval trouve dans ces nuits d'octobre, que vous republiez aux éditions Lerne, dans l'édition Carnet, il trouve quand même des lieux qui restent ouverts après minuit. Il faut peut-être aller un petit peu plus à l'est. Voilà. Il faut quitter un peu le centre. Oui, il faut aller dans le Paris populaire, où là il y a des scènes qui sont absolument extraordinaires. Déjà dans les carrières, les grandes carrières à Montmartre, on peut y coucher, voilà, on peut y dormir. Voilà. Il y a toutes sortes de gens errants, des gens mourants. C'est une sorte de non-lieu assez étrange. C'est une sorte de ventre de Paris, mais pas un ventre qui alimente. C'est un ventre qui absorbe et qui dissout. Donc ce sont pas les halles de Zola. Et puis dans cette promenade, dans ces flâneries, l'importance de la nourriture. Vous avez noté quand même que oui, ça commence aux halles, hein, évidemment. Ça commence aux halles, et puis il y aura plusieurs restaurants, des lieux absolument à la fois de surabondance, des huîtres d'Ostende, etc. Et puis des soupes à l'oignon, et puis des endroits beaucoup plus populaires, des endroits d'extrême pauvreté. C'est un Paris qui est le Paris à la fois de Balzac, le Paris de Zola, mais c'est un Paris qui est toujours transfiguré d'une certaine manière par l'ailleurs. Oui, mais en somme, il est même intéressant parce qu'il est le Paris d'après Balzac et d'avant Zola, en somme. Enfin, tout se mélange, évidemment, c'est le 19e siècle, mais quand même, par exemple, les halles de Paris, les halles que l'on connaît, les halles Baltard, enfin, qu'on ne connaît plus, n'existent pas encore. Elles vont commencer à pousser à partir, justement, de 52, 53, 54, à la fin du Second Empire. C'est encore des halles où il y a c'est des petites halles, c'est au même endroit, c'est dans le centre, c'est à côté de l'église Saint-Eustache, et là, il y a les marailleurs, les verduriers, les maraîchers. Verduriers, c'est des gens qui vendent de la salade, quoi. C'est joli, quoi, non? Oui, c'est ça. Voilà. Et lui, il s'y promène. Alors donc, il va de café en café. Il y a même des bals. Il y a un bal des chiens, rue Saint-Honoré. Oui. Ça veut dire quoi, oui. ça? Un bal. Il ne s'y attarde pas. Oui. Un bal négligé. Il y a le bal des aveugles aussi. Le bal des aveugles. Oui. Alors, qui est extraordinaire. Bon. Pour ça, que s'y passe-t-il? Des aveugles. De la musique faite par des aveugles. Ce serait un reste de l'Empire, dit-il. On n'en sait pas davantage. C'est un petit tableau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on n'a affaire qu'à des instantanés. C'est la grande différence avec Balzac et Zola. Chez Balzac comme chez Zola, on a des généalogies qui participent à expliquer ou à jeter des lumières sur le cadre. Là, on a des instantanés. On revient sur le daguerréotype. Des instantanés. Au fond, à peine s'est-il déplacé que d'une certaine manière, ce qui précède est enfoui et oublié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire et puis c'est une littérature. Il sait qu'il écrit et qu'il n'est pas journaliste. C'est-à-dire que ça a beau passer dans un journal, et il ne cherche pas à nous expliquer pourquoi, en effet, on appelle un bal négligé, le bal des chiens. Pourquoi il y a un endroit, par exemple, où quand il y a des bagarres, ce qui existe quand même comme partout, il y a un système hydraulique qui se met en place. C'est-à-dire que l'eau a l'air de tomber sur tous les bagarreurs. Et puis même, ça devient étanche. C'est-à-dire qu'on peut les noyer. C'est ça. Là, c'est une invention nervalienne. Non, mais qui était extraordinaire. La meilleure manière de mettre un terme à une bagarre, à une rixe dans un bistrot, c'est de l'inonder et de le transformer en piscine. Oui, ça fait partie de ces fantaisies. Il passe, comme il passe d'ailleurs sur le bal des aveugles, sans plus. Et là, on trouve un procédé d'écriture qui est un procédé très intéressant au niveau de la construction littéraire. C'est-à-dire cette sorte d'apposition de scènes successives qui
qui fonctionne comme une sorte de cinéma cadencé, à la manière du cinéma muet, enfin sous la forme très répétitive. Et puis on avance avec lui, c'est-à-dire qu'on se promène, c'est très visuel, ce Paris nocturne, ce Paris qu'on imagine bien plus sombre que le Paris d'aujourd'hui, que n'importe quelle grande ville d'aujourd'hui, parce qu'il y a plus de, on peut se promener la nuit dans quelque ville que ce soit, mais elle est toujours illuminée d'une certaine manière. Donc là, c'est plus ça. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ouais, non, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant dans ces nuits, c'est qu'est-ce que c'est que ces nuits, pour le pluriel justement. Ah oui, passons au pluriel. Oui, la nuit, les nuits. Pour d'ailleurs revenir à votre question. Oui, bon, la nuit, c'est un vieux thème qu'on trouve dans la littérature mystique, par exemple, à la nuit des saints, chez Saint Jean de la Croix, etc. Le Dieu caché. Bon, la nuit ici, qui est très clairement, en tant que telle, opposée à la lumière, donc il y a une opposition. Alors que chez Nerval, c'est pas exactement ça. Les nuits, c'est un lieu flou, c'est un lieu d'indistinction, mais pas d'indistinction parce qu'on ne voit pas, c'est d'indistinction parce que ce sont d'autres sens qui sont sollicités. Par exemple, on va pas faire la facilité des aveugles, mais la sollicitation de l'olfaction, par exemple, qui est tout à fait importante dans le cours du récit. Les nuits, c'est aussi une sorte de dissolution du temps social. Le temps social, c'est le temps du travail, c'est le temps des obligations, c'est le temps du pouvoir aussi. Or là, le temps se dissout. C'est-à-dire, quand on accompagne Nerval dans ses promenades, dans ses errances, ce temps calendaire disparaît. Même chose pour l'espace. C'est un espace qui, là aussi, se trouve dissous d'une certaine manière. Donc les nuits, c'est le pluriel, à mon avis, c'est l'indice d'une abolition d'un certain nombre de catégories qui organisent la vie diurne. Et cette vie diurne qui est organisée de telle manière qu'elle se donne des nuits au singulier, qui sont les nuits du rêve banal. Et dans le texte de Nerval, j'ai remarqué que quand il rêve vraiment, quand il dort et quand il rêve, c'est une succession de corridors, ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire dans le genre allemand. Dans le genre allemand avec les gnomes, etc. Oui. Bon. Ça veut dire que ici, ces nuits, c'est une catégorie mentale qui est une catégorie tout à fait riche à cet égard. Mais est-ce qu'il y avait une petite déception finalement pour lui, pour Gérard de Nerval, dans ces nuits d'octobre, en ce qui concerne Paris, parce que finalement, le diurne, le nocturne, ce qui se passe la nuit dans Paris n'est pas excessivement différent de ce qui s'y passe à midi. Enfin, ce qui se passe à minuit, à 2h du matin, il entre dans des restaurants, les gens travaillent dans la journée. Oui, mais les gens... Ça change tout. Par définition, les gens qui croisent la nuit sont soit, comme lui-même, c'est-à-dire dans une phase de loisir ou d'observation ou de déambulation plus ou moins intéressée, plus ou moins étrange, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il faut quand même rencontrer des gens qui travaillent. Et que ce soit des aubergistes, des maraîchers, des verduriers. Non, c'est vrai, mais... Ces gens-là travaillent comme ils travailleraient, ils sont peut-être plus fatigués, certainement, et il faut travailler à la nuit pour que le jour, Paris puisse manger, mais en l'occurrence, mais ils travaillent... Le Paris du jour, me semble-t-il, là on n'est pas dans une approche socio-historique, mais le Paris diurne, c'est un Paris beaucoup plus cloisonné par les activités. Je dirais que la division du travail, elle s'observe aussi dans la géographie parisienne. La nuit, c'est l'occasion de toutes ces transgressions, c'est-à-dire transgression dans les activités, transgression dans les articulations des lieux, des espaces, des gens rencontrés. La nuit est véritablement le lieu illusoire d'abolition. Illusoire, parce que il est clair que la nuit a un terme et que la journée reviendra. Mais c'est un moment donné où qui prend le risque, vous savez, là c'est la métaphore un peu du marin qui s'embarque, qui prend le risque de s'embarquer, fait une expérience personnelle de ces possibilités, de ces impossibilités qui est tout à fait nouvelle. Alors de même, François Livonnet, que cette nuit blanche 2016, comme toutes les nuits blanches précédentes, est une occasion de déambuler, non pas pour nous, puisque nous sommes en studio, mais pour les Parisiens et les gens qui viennent à Paris cette nuit-là, dans la ville, de pont en pont, les traversées, les lieux qui sont ouverts seulement cette nuit-là. Pour Gérard de Nerval, il va y avoir une échappée de Paris, c'est-à-dire les nuits blanches, c'est le cas aussi. Lui, il va partir, alors il part une nuit, mais enfin il veut partir le matin, mais finalement il va y avoir une nuit un peu bizarre, et c'est finalement la plus grande partie de ces nuits d'octobre de Gérard de Nerval, puisque ce fameux départ pour cette ville exotique qui est Meaux, et crépit en Valois, et
ça tourne en autre boudin, enfin. Oui. C'est amusant, comme Oui, texte. absolument. C'est-à-dire, d'abord, c'est une sorte de départ sans cesse remis. Là, on pense à presque des films classiques où des compagnons sont censés prendre le train et ne le prennent jamais. Bon, parce qu'il a un ami dans cette affaire, ce qui est intéressant. Hein, il est accompagné par un ami au début du texte. C'est un truc littéraire aussi, comme oui, ça, mais c'est du dialogue. Sans doute, mais c'est intéressant parce que ça n'est pas immédiatement la balade solitaire. Mais bon, ensuite, il y a ce départ à Meaux. Meaux, à l'époque, c'est quand même quasi la province. Mais néanmoins, c'est une province proche, satellite de Paris. Bon, il va à Meaux. Alors là, il y a l'importance du train aussi. On est dans les débuts des chemins de fer, c'est-à-dire où la ville, de plus en plus tentaculaire, commence à absorber finalement une province proche. Mais dès qu'on quitte d'ailleurs les axes du train, du chemin de fer, on s'aperçoit que les communications deviennent très difficiles. Et à la limite, c'est plus difficile de se déplacer qu'auparavant. Oui, il dit on perd 3 heures en prenant le train, il vaut mieux couper une forêt dans le Palois. Et les prétextes les plus futiles pour aller à Meaux, pour une chasse à la loutre. Voilà, chasser la loutre. Ensuite, à Crépy-en-Valois, il ne rencontre jamais évidemment ses amis pour chasser la loutre. Bon, ici, on est évidemment dans une sorte de fantaisie. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que son idée, c'est tout de même d'échapper à la ville, apparemment, pour mieux l'observer. Car d'une certaine façon, c'est aller à Meaux pour éprouver une des possibilités de Paris. L'une des possibilités de Paris, c'est de pouvoir aller il dit l'aller-retour dans la journée, ce qu'il ne fait pas pour des raisons rocambolesques. C'est l'occasion finalement de mieux apercevoir la ville, comme s'il fallait se mettre à une bonne distance pour que les choses apparaissent dans leur harmonie. Est-ce que vous avez refait, vous, François Livonnès, ce trajet comme ça Non, j'aurais pu, mais j'aurais été très déçu, parce que vous savez très bien que sont devenus les Halles aujourd'hui, c'est absolument ridicule. Il y a des restaurants encore qui existent. Oui, bon, enfin, franchement, d'abord, les Halles, c'était déjà un lieu où se trouvait la prostitution, c'était un lieu où se trouvait le peuple. Vous savez très bien que le peuple a été exclu vers les périphéries. Maintenant, il faut aller dans la grande banlieue. Si on ne trouve pas les charniers, c'est là où oui. Les poètes disaient leurs vers, mais c'était déjà plus au XVIIIe siècle. Ça, voilà. Oui. Mais bon, alors les Halles, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas pris un train pour Meaux, vous n'avez pas été emprisonné parce qu'on l'a pas dit, mais il a été emprisonné à Crépy. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en 1852, c'est-à-dire nous sommes à la naissance du Second Empire, un petit peu avant le Second Empire. Le coup d'État du prince-président est déjà fait. La police est omniprésente. On lui demande ses papiers. Il faut un passeport pour passer d'un département à l'autre. Exactement. Et il n'a pas ses papiers, par conséquent, il est arrêté. Mais enfin, là aussi, tout cela est... Il y a chez Nerval quelque chose qui est à la fois une observation très lucide des mœurs de l'époque, mais il n'y a pas de critique politique apparente. C'est la grande différence avec d'autres textes. Il y a une critique politique chez Balzac, entre guillemets, il y a une critique politique chez Zola. Alors, ici, chez Gensu, chez Gensu, oui, bien sûr. Oui, non, mais vous avez raison. On parlait des concierges tout à l'heure. Voilà. Bon, il y a Pipelet dans les mystères de Paris, mais il y a une critique sociale chez Gensu, bien entendu, qui en effet pas du tout chez Nerval. Oui, absolument. Donc pas du tout, mais c'est pas. Pourtant, il a été favorable. La révolution de 48, je crois, il a été quand même assez favorable, mais sans s'engager politiquement. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, pour reprendre le cours de ce texte, ce sont les résonances qu'il aura plus tard. Quand on lit par exemple certains textes d'André Breton, où André Breton décide d'errer dans la ville, où il y a cette idée finalement du hasard, de la flânerie, le hasard de l'errance. Il y a des choses de ce genre. À mon avis, plus encore chez Debord et chez les situationnistes, parce que il n'y a pas chez Nerval la volonté de se laisser porter par le hasard, au fond. Il ne s'y arrête pas. Bon, on se déplace, mais avec très clairement une intention, c'est de faire vivre la ville autrement. Il n'y a pas une intention explicite de faire naître en soi un imaginaire que la ville nourrirait. Ça, c'est une conséquence. Enfin, le simple fait d'écrire est quand même... C'est vrai, mais par exemple, chez Breton, et Breton se réfère à Nerval, Breton insiste sur le côté hasardeux.
Pas explicitement d'ailleurs en se référant aux Nuits d'octobre, en faisant référence aux Filles du feu, notamment au premier des textes, ou dans Aurélia, il y a plusieurs choses de genre. Mais le hasard, évidemment que le hasard est présent, mais ça n'est pas une catégorie centrale. C'est pour ça que l'image, par exemple, cinématographique, évidemment, il faut se méfier, de la même manière que je me disais que les Apaches sont anachroniques, le cinéma est anachronique, mais il y a quelque chose de cinématographique dans la manière dont les tableaux se succèdent, et c'est cette succession, finalement, qui produit une sorte de fantasmagorie. C'est pas simplement le hasard, il y a une volonté de se mettre dans des dispositions pour que la ville fasse naître d'elle-même des possibles ou des impossibilités, parce qu'il y a aussi des impossibilités, et des choses qu'il nous appartient de provoquer. Alors que chez Breton, il ne nous appartient pas de les provoquer, il nous appartient de nous mettre dans un état où on ne provoque rien. Bon, et c'est le hasard à ce moment-là qui nous portera. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans Nuit d'octobre, donc de Nerval, François Livonnet, c'est finalement l'indifférence, en effet, du narrateur, enfin qui est Nerval, parce que telle chose lui arrive, en l'occurrence, donc il a pas ses papiers, il pense être accusé, enfin il pourrait l'être, mais c'est un terme qu'il exige, j'imagine que c'est pas dans le code pénal, de vagabondage et de troubadourisme exagéré. Le vagabondage est dans les textes, le troubadourisme exagéré, ça doit être nervalien. Et tant mieux, ça l'est, c'est une belle formule, oui. Mais à moins qu'il réécrive totalement cette incarcération d'une nuit à Crépy-en-Valois ou Crespy-en-Valois, mais ça l'indiffère complètement. Enfin, Totalement, et on peut se poser la question, d'abord, une certaine indifférence, parce que l'événement doit être d'une extrême banalité. La police de l'époque devait emmener au poste de manière un peu plus systématique qu'aujourd'hui. Quand même, on met les menottes. On les menottes, etc. Mais enfin, bon, c'est un personnage qui devait être à peu près habillé convenablement et s'exprimer convenablement, donc on devait se douter qu'on avait affaire à quelqu'un d'à peu près... Un oublieux. Oui, en plus d'ailleurs, même les geôliers sont plutôt sympathiques. Oui, le commissaire est bon enfant. Voilà, le commissaire est bon enfant. La chair lui est proposée le lendemain. On lui propose même un lit qui va être refait pour qu'il soit à peu près confortable. La femme du geôlier, pas du roulier. Donc voilà, il y a ce mélange entre le bon enfant et puis c'est cette nuit qui pourrait à la limite ne pas finir, parce que le pluriel, c'est aussi le caractère, je dirais presque indéfini de ces nuits. Mais pour lui, il y aura une dernière nuit, en tout cas parisienne. Qui sera d'ailleurs peu de temps après, puisque je crois qu'il meurt en 1854, si je ne m'abuse. Et non loin des Halles de Paris, puisqu'il s'est à côté du Châtelet, côté du Châtelet, 55, pardon. À côté du Châtelet, il sera retrouvé pendu à une grille d'égout. En effet, là aussi, le suicide est probable parce qu'il souffre de troubles mentaux graves. Il a été interné, etc. Bon, certains mettront en doute cette thèse au prétexte qu'il est retrouvé pendu avec son chapeau de forme. Et que quand on se pend, généralement la tête va en arrière et le chapeau tombe. Ah. Mais qu'il soit retrouvé pendu en habit presque, avec son chapeau de forme, pour un déambulateur, pour quelqu'un qui aime pratiquer, je dirais presque plus la dérive que l'errance, c'est admirable. Nuit d'octobre, donc, de Gérard de Nerval, c'est publié dans la collection Carnet, chez Lerne. Vous avez relu tout Nerval, François Livonnet, vous êtes dit, ces textes est merveilleux, du coup, je passe ma vie avec Nerval. Je n'ai pas lu tout Nerval, mais il y a un Nerval qui m'intéresse depuis très longtemps, et j'ai retrouvé ce Nerval dans ce texte, ça va vous paraître étrange, c'est le voyage en Orient. C'est-à-dire les voyages initiatiques, c'est-à-dire ce parcours, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, qui est un des plus beaux voyages, et là aussi... Plus exotique, mais en effet, peu importe. Oui, mais d'un exotisme qui n'est pas du tout l'exotisme, je sais pas, d'un Barès, par exemple, qui a écrit aussi un voyage en Syrie, etc. Il y a eu beaucoup de voyages en Orient, mais celui-là, c'est un voyage qui est je dirais, à la fois très attentif aux lieux et de la même manière que les Nuits de Paris, toujours aussi attentif à partir du réalisme des lieux,
de faire surgir un imaginaire, et un imaginaire inépuisable. Bon, en attendant, on va lire Nuit d'octobre, puisque cela se passe à Paris, à Meaux et à Crépy-en-Valois, de Gérard de Nerval, donc dans la collection Carnet, chez Lerne. Et puis la Nuit blanche se poursuit, elle va se poursuivre avec deux émissions, encore un lieu de mémoire sur les noms des rues, parce que une fois qu'on s'est promené dans Paris, et dans toutes les villes d'ailleurs, il faut bien donner des noms aux rues. Et ensuite, eh bien, ces rues, on sait qu'il y a des marchands de cartes postales, eh bien, on terminera cette Nuit blanche 2016 par une émission qui s'appelle Aux terrasses du songe, Paris carte postale. Elle date de 1954. Elle avait été diffusée sur la chaîne parisienne. Merci François Livonnet. Merci.